Bonjour Bonjour tout le à tous. monde. On va attendre gentiment qu'on ait un peu tout le monde qui se connecte. On va attendre 3-4 minutes. Ok, bah je pense qu'on peut gentiment commencer par se présenter. Louis, est-ce que tu... Je prends la Enchanté. marche. Enchanté, on se connaît à peine. Bonjour tout le monde. Donc Louis, technicien au sein du support et du service déploiement et expert en Wi-Fi. Donc d'où ma présence aujourd'hui pour ce webinaire qui est quand même pas mal tourné vers le Wi-Fi. Et surtout, je fais partie de l'équipe de Rémi, qui est à mes côtés. Rémi Urbain, manager au support et au delivery chez Encom. On a pas mal travaillé avec Omada, Louis et moi. C'est pour ça que c'est nous qui vous présentons cette solution aujourd'hui. Donc pour revenir d'ailleurs sur le sujet même du webinaire, on va parler d'optimiser les télécommunications, que ce soit téléphonique, visio ou toute autre chose, avec des solutions qui intègrent tout, du switch, du Wi-Fi, du routeur, etc. Notamment avec TP-Link Omada, qui est la marque avec laquelle on travaille chez nous. Voilà tout. Je pense qu'on va pouvoir gentiment commencer à avancer sur la présentation. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on va avoir comme point? On va avoir TP-Link, leader des solutions réseau, et pourquoi on travaille avec eux. On va avoir les produits que nous, on a décidé de commercialiser et qu'on met en avant chez nos clients et qu'on peut proposer. Louis va nous faire un petit focus sur les optimisations du réseau Wi-Fi et l'intelligence artificielle qu'inclut Omada, qui peut nous permettre de vraiment avancer et faire des choses vraiment intéressantes. Et on va parler de l'intérêt d'avoir de bout en bout des produits d'une même marque, ou en tout cas chez le même prestataire, qui va nous permettre de faire un support de meilleure qualité et de pas devoir dépendre de plusieurs personnes, mais on en reparlera ensemble derrière. La solution Omada, comment elle fonctionne, on va en reparler tout de suite. TP-Link est depuis 25 ans dans ce monde-là. Ils sont numéro 1 mondiaux. Pourquoi? Ils ont un petit peu triché. Nous, on fait principalement du B2B, que du B2B, mais TP-Link a commencé sur du B2C. Donc, ils ont pu faire un parc client, tester des produits, faire tout un tas de choses. Ce qui a permis de se lancer, d'avoir beaucoup de choses dans le parc et ensuite de faire des produits B2B un peu plus haut de gamme et de se lancer dans quelque chose d'intéressant. Donc on le voit, ils sont dans quasiment tous les pays, ils ont des milliards d'utilisateurs. Nous, on utilise TP-Link. Pourquoi? Parce que leur fiabilité a été éprouvée, parce que donc, 25 ans de métier, et dont du B2C et du B2B, je pense qu'ils n'ont plus grand-chose à prouver. Ils ont des performances assez optimales au niveau matériel. Ils arrivent à trouver le juste équilibre entre de la consommation versus les ressources, ce qui est inclus versus le prix, pas mal de choses intéressantes. Et justement, en termes d'accessibilité, comme je disais, ils sont assez économes au niveau des prix et de tout ça, tout en restant évolutifs et en pouvant faire pas mal de choses. Et nous, on apprécie aussi TP-Link Omada parce qu'on a des relations avec les équipes de TP-Link qui sont plutôt avantageuses et on arrive à bien discuter avec eux quand on veut faire des améliorations de produits ou des choses de genre. Je vais donner une autre partie sur les avantages d'Omada pour Louis, si tu peux nous en dire un peu plus. Bien sûr. Donc, Omada, forcément, ça va être un gros focus de ce webinaire, tout simplement, puisque c'est la plateforme centralisée, hein, c'est marqué à l'écran, on peut pas le rater, que nous utilisons, qui est la plateforme de TP-Link. Quels sont les avantages de cette partie? Comme je l'ai dit juste avant, c'est quelque chose de centralisé, donc vous allez avoir une possibilité d'accès à tout votre matériel réseau au même endroit, et surtout si vous avez plusieurs sites, hein, puisqu'on voit c'est aussi quelque chose d'assez scalable, tout est visible au même endroit. Donc on est sur une solution avec TP-Link qui peut fonctionner à la fois pour une PME comme pour un grand groupe, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il y a vraiment de tout dans leur gamme. Et on a surtout des fonctionnalités assez pratiques avec du provisioning simplifié en ZTP, et surtout un gros focus sur la simplification des choses. Hein, on va avoir des VLAN simplifiés, des choses comme ça. Donc, c'est une interface web sur laquelle on va passer un petit peu de temps et qui vous permet vraiment de faire les choses facilement. Alors, je ne sais pas si parmi nous, on a quelques personnes qui ont eu l'occasion de travailler sur des réseaux un peu plus anciens, tels que Cisco ou HP, où là, on devait passer en câble commande. Et si on appelle la bouteille, c'est tout de suite plus compliqué. Donc grâce à ça, ça vous donne vraiment Je réagis aussi rapidement, excuse-moi, mais ce qui est intéressant aussi au niveau des VLAN, c'est quand on a le routeur qui est posé sur notre table, le switch qui est à côté de moi et la borne Wi-Fi. Quand on va vouloir propager des VLAN, on va surtout pouvoir le faire, on va déclarer le VLAN sur Omada
et il va se propager de bout en bout partout. On va pouvoir le propager d'une facilité assez déconcertante. Là où si vous avez un pare-feu d'une marque A, un switch d'une marque B et des bornes Wi-Fi d'une marque C, vous allez devoir déclarer les VLAN sur les 3 marques, vous allez devoir les propager en tag, untag sur les 3 marques, et ça peut, si on n'est pas parfaitement synchro quand on fait ces mises à jour-là, ça peut nous créer des pertes d'accès ou des choses comme ça, là où Omada va avoir l'intelligence de propager dans le bon sens, et donc de ne pas perdre l'accès aux équipements. Donc voilà, je voulais juste le rajouter, je te rends la main. Parfait. Mais donc forcément, avec une plateforme centralisée, on a surtout besoin de produits qui fonctionnent sur cette plateforme. Donc je vais commencer une petite présentation des produits, et donc je vais m'occuper de la partie Wi-Fi immédiatement. Donc au niveau des produits du Wi-Fi Omada, comme je l'ai dit juste avant, TP-Link, ils ont la capacité de faire du très gros comme du très petit. Donc ça se répercute sur tous leurs produits. Ça veut dire qu'on va avoir la borne par exemple que vous voyez en haut à gauche, la 660 HD, qui est une borne haute densité. Ça veut dire qu'on va pouvoir la placer dans des endroits à très haute densité, tels comme un stade par exemple, pour qu'on ait énormément de connexions sur un très petit endroit. À l'inverse, on va avoir celle qui est tout en bas, la 650 wall, qui elle est faite pour être mise dans une pièce seule, pour avoir peu de personnes, comme une chambre d'hôtel, pour limiter le Wi-Fi à 1 ou 2 personnes. Donc ça, c'est la gamme, elle nous permet vraiment de jouer sur toutes ces parties avec des débits variables, hein, allant de 3 mégas à 22 mégas, gigas plutôt, c'est plus précis. Et comme on le disait, avec beaucoup de fonctionnalités avancées, hein, donc je le disais juste avant, on a des choses qui sont simplifiées. Ça ne veut pas dire que tout est simplifié à ce niveau-là. Il y a aussi forcément beaucoup de fonctionnalités très avancées visibles, comme des portails captifs, des choses comme ça. Donc on a vraiment la possibilité d'étendre cette gamme. Et surtout, c'est une gamme qui est alimentée entièrement en PoE+. À noter, lors de l'achat de certaines bornes, et ça c'est à vérifier auprès du commercial, qu'il arrive pour plusieurs bornes qu'une injection PoE soit fournie dans la boîte. Donc si on n'a pas un switch PoE, des fois c'est pas grave, la borne elle est fournie avec tout ce qu'il faut. Donc forcément cette alimentation PoE elle demande des switches qui fonctionnent, et donc là je passe la main à Rémi pour nos switches. Merci beaucoup Louis. Au niveau des switches, en fait un petit peu comme les bornes Wi-Fi, on va être capable de couvrir beaucoup de choses. On va avoir des tout petits switches qui vont pouvoir finir sur des bureaux parce que on n'a pas assez de prises au niveau des bureaux directement. Donc ça va nous permettre non pas de mettre un switch qui va pas du tout être manageable et de pas savoir où il est, etc. On va pouvoir vendre un switch 5 ports qui va être manageable, voire PoE, en entrée de gamme, qui va pas coûter très cher. Ça va être pratique, comme on peut aller à des switches de concentration où on va avoir du 48 ports, voire plus, sur des ports 1G, 2,5G, voire 10 Go, et avoir une infra vraiment intéressante. Et encore une fois, si on a les switches de cœur de chaîne, les switches de sous-répartition et les switches qui sont branchés sur nos bureaux parce qu'on n'a pas assez de prises, qui sont chez le même constructeur et qui sont sur cette interface centralisée, on va pouvoir facilement propager les VLAN, voir si on a des boucles réseau quelque part et pouvoir agir dessus rapidement. On va pouvoir faire tout ce genre de choses. On le voit aussi au niveau de la sécurité avancée dans la slide. On va pouvoir avoir des protections contre les attaques assez simples si tous les switches se suivent, et on va pouvoir propager de la QoS, faire ce genre de choses. On en parle rapidement aussi, réduction des coûts d'installation. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on reste sur des gammes qui sont pas hors de prix, contrairement à certaines marques, malgré le fait qu'elles incluent des fonctionnalités assez avancées et qu'elles nous permettent de faire pas mal de choses. Et de la même manière que les bornes Wi-Fi, on va aller sur plein de choses en termes de gamme tout-terrain, si on peut dire. On en a parlé tout à l'heure, on peut mettre des bornes Wi-Fi en stade, on peut mettre des bornes Wi-Fi dans des chambres d'hôtel qui vont pas dépasser les murs, on peut mettre des bornes Wi-Fi étanches que j'ai à côté de moi. Et au niveau des switches, c'est pareil. Ils vont avoir des gammes où on va pouvoir poser le switch, des gammes où on va pouvoir le racker. On en a même qui sont fixables au mur, typiquement sur les 5 ports qu'on veut mettre sous un bureau plutôt que de le laisser par terre et de marcher dessus. On va pouvoir le fixer gentiment au mur. Et on en a qui sont aussi dans des gammes industrielles ou ce genre de choses. Donc on est capable de couvrir un petit peu tous les besoins, et j'en parle rapidement, mais il y a une gamme pro qui inclut l'alimentation redondante ou des choses comme ça. Donc on est vraiment capable d'aller d'un bout à l'autre assez facilement au niveau des switches. Je vais continuer moi aussi sur les routeurs. Au niveau des routeurs, encore une fois, on couvre pas mal de choses. On a un routeur qui est posé à côté de moi qui va être vraiment le routeur entrée de gamme très simple,
qui va vous permettre d'avoir quelques WAN, quelques LAN qu'on va configurer comme on veut, et de faire des réglages de base, donc du NAT, tout ce genre de choses. Et on va avoir des routeurs de plus en plus complexes qui vont être capables soit d'accueillir des bandes passantes largement supérieures, du 2,5G ou des choses comme ça, voire des ports SFP+. Mais on va surtout avoir des routeurs qui sont capables de supporter de la radio. On a notamment le R706W 4G qui va être capable dans un boîtier de nous servir de routeurs, de bornes Wi-Fi et de bornes 4G. Donc au lieu d'avoir un routeur pour votre box internet, un routeur pour votre box 4G et une borne Wi-Fi au-dessus de votre tête, vous allez avoir un seul boîtier à brancher au bon endroit pour que tout ça se concorde pas mal. Mais ça nous permet de répondre pas mal aux besoins. Et bien entendu, quand on parle des routeurs et des passerelles pro, on inclut aussi la partie 4G, 5G, qui vont nous permettre d'avoir du backup vraiment puissant, notamment la NE210, qui est le routeur LTE qu'on peut mettre en extérieur. Donc si vous ne captez pas correctement dans votre bâtiment, mais que vous voulez quand même un backup 4G, on peut le déporter et le placer directement en extérieur. Donc ça a beaucoup d'avantages et ça va nous permettre, encore une fois, de couvrir plein de choses. On l'a dit dans la sécurité, on a des anti-DDoS, on a les filtrages IP MAC, le contrôle applicatif, on peut même faire du GeoIP, donc sur des routeurs qui sont quand même globalement à la base pas hors de prix, on va être capable de couvrir beaucoup de choses. Voilà pour cette partie-là. Je pense qu'on va déjà pouvoir arriver gentiment sur le réseau et l'IA. Donc je vais te rendre la main, Louis, si tu veux bien. Parfait, merci. Donc on va faire un petit focus sur l'IA dans le Wi-Fi et donc forcément dans cette partie OMADA. Pourquoi l'intelligence artificielle dans le réseau? Forcément, l'IA, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup, surtout ces derniers temps. Donc tout le monde prend un peu le coche et vient travailler dessus. Et dans notre cas, dans le cadre des réseaux de télécommunications, ça a vraiment un impact important et très pratique qu'on n'avait pas forcément avant, qui est que l'IA nous permet de faire des choses qu'on faisait manuellement, mais elle le fait plus vite et elle le fait tout le temps. On va avoir des automatisations qu'on va pouvoir lancer toujours grâce à ces IA. C'est-à-dire que au niveau du Wi-Fi, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Vous allez le voir juste après, on va vous faire une démo. Il y a énormément d'optimisations qui peuvent vous permettre d'améliorer le Wi-Fi assez facilement. L'ajout d'IA à ce niveau-là, ça va vous permettre de le faire tout seul. C'est-à-dire que des optimisations qui sont assez complexes, qui prennent pas mal de temps à faire, forcément, un robot à qui on a appris à le faire, il va le faire tout seul, il va le faire rapidement. On a mis quelques exemples ici sur la slide. Voilà, des optimisations qu'on va faire dynamiquement au niveau du Wi-Fi, des détections d'anomalies aussi, qui sont automatisées, et donc ça peut vous permettre de faire des corrections en plein milieu de la nuit alors que vous dormez tranquillement à la maison, et ça, c'est vachement bien. Et surtout, un outil d'audit qui est assez important et sur lequel on va passer un petit peu de temps juste après. Pour l'outil d'audit, je réagis juste rapidement, tu me confirmes, c'est un truc qui existe depuis assez longtemps en fait, parce qu'on parle d'intelligence artificielle dernièrement, mais ça tu le fais depuis des années toi. Moi ça fait 4-5 ans que je fais de l'audit, donc au début il y avait pas de... Enfin, il y avait de l'intelligence artificielle, mais elle n'était pas aussi poussée qu'actuellement. L'ajout de l'intelligence artificielle à ce niveau-là, c'est ce qui nous permet d'avoir des audits, plus rapides à faire, parce que les premiers que je faisais effectivement, ça prenait un temps fou, hein. On lançait un audit avant de partir manger, on revenait de manger, des fois il n'était pas fini. Et surtout, forcément, on calcule plus, donc on a des résultats qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Ça ne nous oblige pas forcément à aller sur site, comme je vais vous le montrer juste après. Ouais. On travaille sur des plans, des fois, j'en ai pris l'exemple parfait, pas tout à fait les plans qu'on aimerait, par exemple les plans architectes, on n'y a pas souvent accès, malheureusement. On n'y a pas toujours, ouais. Autre fonctionnalité vraiment pratique de l'IA, ce sont des choses qui existaient déjà avant, comme le roaming. Et bien, grâce à l'IA, on a pu accélérer ça. Donc, forcément, c'est surtout une grosse accélération qui provient de cette IA. Et donc, on a pas mal parlé de l'outil d'audit. Donc, on va vous faire une démo assez rapide à ce niveau-là sur un audit qu'on a fait nous-mêmes chez Encom. Vous voyez, hop. Je vous ai un peu spoilé parce que c'est celui que je vais vous montrer après. On va commencer par ça. Ce que vous avez devant vous, c'est vraiment la partie audit pure d'OMADA.
On fera un focus un peu plus précis sur Omada dans son global après. Ici, vous voyez mon plan. Comme je disais, les plans architectes, on adore ça, mais on n'y a jamais accès. Par contre, ce que tout le monde a, c'est un plan d'évacuation. Normalement. Si vous ne l'avez pas, mettez-le. Donc forcément, c'est l'avantage de ces plans, c'est qu'ils sont à l'échelle. Donc on a juste besoin d'un plan et d'une mesure pour arriver sur quelque chose qu'on a à l'écran. Vous voyez, moi j'ai pris le plan d'évacuation d'Encom, des bureaux où nous sommes actuellement. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait le travail là, je l'ai fait au nominal, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui dans le bureau. Alors forcément il y a des couleurs, c'est pas très explicite. La partie la plus longue là pour toi, on est d'accord que ça a été de faire les cloisons. C'est ça. De repasser là, sur ce plan-là. Je vais vous le montrer sans les couleurs. En fait, on le voit pas trop. On voit un petit peu au niveau des fenêtres sur le côté. J'ai des cloisons partout. J'ai dû repasser manuellement, venir mettre des cloisons au plus proche du réel. En fait, sur ce genre d'outils, on peut venir créer des murs avec des atténuations qui vont être ressemblants au réel. Alors forcément, les outils sont bien faits. Donc on nous fournit de base les murs d'atténuation. C'est-à-dire qu'on peut choisir entre une brique, un verre trempé, une cloison BA13 ou ce genre de choses assez facilement, et ça nous évite de devoir réfléchir à l'épaisseur de nos murs. Exactement. Et à la densité des murs. Donc là, on a les murs. En fait, ce qui est fourni, ce sont les murs classiques. Alors forcément, si vous allez faire un audit dans un bâtiment haussmannien, des grands murs en pierre, c'est pas dans tous les pays du monde qu'on en a aussi beaux que chez nous. Donc forcément, ça, il faut un peu jouer avec. Ou inversement, dans un hôpital où on a des jolis murs plombés, et bien là, forcément, on n'y a pas accès non plus. Donc, c'est à nous aussi de faire soit des tests d'atténuation en live en allant sur site. Alors, pour faire un test d'atténuation, c'est très simple. Vous avez un outil magique dans votre poche tous les jours qui s'appelle un téléphone portable. Vous mettez une borne Wi-Fi devant le mur. Vous regardez sur votre téléphone portable avec une application gratuite combien de dB vous avez, et vous allez derrière le mur et vous faites pareil. Et là, forcément, vous avez votre atténuation au réel. Donc, ça, c'est vachement pratique. Pas besoin d'avoir des outils qui valent des milliers et des milliers. C'est l'avantage qu'on a. Et une fois qu'on prend un peu de temps, alors vous voyez là sur ce plan, il n'est pas gros, on dirait que ça prend pas beaucoup de temps, mais j'ai dû quand même peut-être prendre 1h30, 2 heures, le temps de faire tout proprement et m'assurer surtout que ça correspondait au réel. L'avantage que j'ai, c'est qu'étant au bureau, je peux effectivement m'assurer que quand je vais aux toilettes, le Wi-Fi fonctionne pas très bien. Est-ce que c'est voulu ou pas, ça je laisserai peut-être Rémi y répondre plus tard. Mais donc en tout cas, en faisant ce test, j'ai eu le nominal qu'on a actuellement. Une couverture très dense au niveau de nos bureaux et un peu moins dense dans les salles autour. Et donc forcément, je suis venu faire un fixe. Et ce fixe, tout simplement, il a, sans faire aucune modification sur mon Wi-Fi techniquement, on est juste venu déplacer la bande dans un autre bureau. Et là, on pourrait se dire qu'effectivement, on va peut-être être lésé au niveau du Wi-Fi tout en bas à droite. Et en fait, pas tellement, parce que, vous voyez, si je regarde la force du signal, eh bien, je me rends compte que, si vous le voyez en haut à gauche, dans le coin, j'ai ma borne showroom, elle fonctionne. Je suis à moins 47 dB, c'est tout à fait qualitatif. En classique, on a besoin de moins 70 dB à minima pour que de la téléphonie fonctionne. Je fais un gros point sur la partie téléphonie, puisque forcément, quand votre ordinateur il fait du téléchargement, des choses comme ça, on s'en fiche un peu de la puissance du réseau. C'est le téléphone qui est le plus faible et le plus frileux. Donc, il est important. Moins 70, c'est le minimum pur. Nous, forcément, on va vous recommander d'avoir un peu plus moins 60 comme on a là actuellement. Ça vous permet de vous assurer que le téléphone il fonctionne partout et que les gens vous entendent bien. Ça, c'est quand même vachement important. Rémi, je vais te rendre la main pour revenir sur notre slide pour le gestion de bout à bout. La gestion du support de bout en bout, j'en parlais tout à l'heure en début de web meeting. On va avoir l'accès à distance via le portail, donc ça va nous permettre de gérer tout. J'ai pas mal insisté dessus, mais on va pouvoir gérer votre routeur, donc les différents accès Internet. J'en ai parlé, on peut avoir une fibre FTTO, on peut avoir une fibre FTTH, on peut avoir de la 4G, on peut avoir du satellite pour ceux qui sont dans des endroits où la couverture n'est pas forcément optimale, n'est-ce pas Louis? On a un contrôle total sur
l'ensemble des périphériques, donc on va pouvoir gérer tout ça. On a les mises à jour automatiques. De la même manière que les audits Wi-Fi dont parlait Louis, on va pouvoir demander à notre interface Omada de faire les mises à jour de nos routeurs, de nos bornes Wi-Fi, de nos switches, tous les X temps de nuit. Donc vous revenez le lendemain matin, on a juste besoin de s'assurer que ça s'est bien mis à jour et qu'a priori on n'a pas de blague, parce que bon, ça arrive. Mais globalement, ça va nous permettre de pouvoir mettre à jour tout ça facilement, d'être toujours sur les dernières versions. Et donc, s'il y a des changements dans des RFC ou des choses de ce genre, même si ça arrive assez rarement au niveau des VLAN ou au niveau des choses comme ça, on va profiter rapidement des dernières fonctionnalités. Donc ça, c'est hyper pratique. On a la création des comptes utilisateurs dont on parle un petit peu en bas. Tout à l'heure, Louis disait qu'Omada pouvait répondre autant à la PME qu'à des grands groupes. Dans les grands groupes, on peut avoir des référents sur un site, puis un DSI national, puis un DSI international, puis l'intégrateur, c'est-à-dire nous, et on va être capable de pouvoir donner des accès bien précis à chaque personne pour que, par exemple, quelqu'un qui va être à l'accueil du bâtiment puisse distribuer des codes pour le Wi-Fi invité quand quelqu'un arrive dans les bureaux, mais ne puisse faire que ça, que la personne qui gère le réseau sur site puisse changer ses réglages de VLAN, etc. sur le site, là où le DSI national, il va pouvoir propager des choses en masse ou faire des actions en passant de site en site, vérifier si tous les sites sont bien à jour, vérifier tout ce genre de choses. Et nous, en tant qu'intégrateur, si notre client final est dépassé par les événements parce qu'il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, on va pouvoir intervenir pareil sur l'ensemble des équipements et sur l'ensemble des choses qu'on aura à notre disposition. On insistait aussi tout à l'heure sur le fait d'avoir tout chez un seul prestataire ou d'avoir surtout tout chez un seul constructeur. Là, on vous a fait un schéma qui représente l'idée de j'ai mon accès Internet qui est chez Encom, avec potentiellement mon routeur qui a été fourni par Encom quand on est allé chez eux. Derrière, j'ai mis un pare-feu, j'ai contacté mon prestataire historique de mon pare-feu, prestataire numéro 4. Par contre, mes infra de switch, historiquement, je les avais avec un autre prestataire que je vais devoir appeler parce que là, je change d'accès Internet. Donc, on a décidé de faire des changements sur le pare-feu qu'on doit faire aussi sur le switch. Et je suis un grand groupe, donc j'avais fait un appel d'offres pour la partie Wi-Fi. Et c'est pas la personne qui gère mon Wi-Fi, mon infra de switch qui l'a eu. C'est la personne qui gère le Wi-Fi. C'est une autre personne encore une fois. Et après, j'ai un prestataire informatique pour gérer toute l'infogérance de mes PC. Donc, si j'ai un problème, on va être amené à discuter avec l'intégrateur de solutions de téléphonie, parce que tout à l'heure, Louis disait que c'est très sensible la téléphonie et qu'on peut avoir des petits soucis, donc on va être obligé de discuter avec eux, mais de discuter aussi avec la personne qui gère les logiciels sur le PC, parce que si ça se trouve, il y a une mise à jour à faire et le client ne peut pas le faire. Ou alors, il y a un problème avec le Wi-Fi parce qu'on est à plus de moins 70 dB et donc du coup, on perd des paquets, mais peut-être qu'il y a une boucle réseau sur le switch, mais peut-être qu'il y a un port qui n'est pas ouvert sur le pare-feu. Et donc, on va devoir discuter avec toutes ces personnes-là. Là où si on arrive à avoir toutes les infrastructures en un seul et même endroit, on va pouvoir directement soit tout voir sur l'interface Omada parce qu'on a la chance d'avoir tout en Omada. Et même si on n'avait pas tout en Omada, si on avait tout chez le même prestataire, par exemple, le Wi-Fi et l'infra de switch sur du Omada chez Encom et le pare-feu sur une autre marque, mais toujours chez Encom, ça va faciliter le dépannage et ça va faciliter pas mal de choses. Donc, cette partie-là reste assez importante et on insiste un peu dessus, mais c'est vrai qu'on fera une démo tout à l'heure, on va vraiment prendre le temps, je pense qu'on aura le temps. On fera une démo sur des sites Omada et vous verrez que ça a vraiment un avantage assez considérable d'avoir tout à dispo et de pouvoir diagnostiquer de manière vraiment large. On va parler un petit peu des fonctionnalités qu'on est capable de mettre en place sur Omada. Donc là-dessus, je rends la main un peu à Louis sur cette partie-là. Effectivement. On va vous faire deux points sur des fonctionnalités assez basiques, mais qui ne sont pas forcément mis en place partout et chez tout le monde, et qui sont pourtant très efficaces et très importantes, surtout de bien comprendre leur fonctionnement. Donc, la première que je voulais vous montrer, c'est la route statique. Comme vous voyez sur ce schéma, bon, j'ai fait de mon mieux au niveau du schéma, mais c'est pas mon métier. C'est très bien. On peut avoir, c'est assez régulier, c'est même un conseil que je vous donne, plusieurs accès Internet pour aller sur un site. Donc dans notre cas, on en a mis 2. Forcément, tout le trafic, il va passer par l'un ou l'autre. Et on va pas avoir de distinguo qui est fait de base. Mais imaginons, vous avez un trafic bien particulier, par exemple de l'envoi de fichiers. Je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps qui est architecte, où ils envoient, eux,
des fichiers assez massifs, forcément avec leurs plans, qui sont de très haute résolution. Et donc, à ce niveau-là, eux, quand ils font un envoi de fichier, ils vont vouloir passer précisément par un endroit. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place une route statique. Donc, ça peut être pour de l'envoi de fichier ou pour dédier une voie, qui va vraiment nous envoyer ce qu'on veut, où on veut. Ça va nous permettre, par exemple, d'envoyer, si dans l'exemple où on aurait une bonne fibre et une ADSL en secours, et ben on va préférer forcément envoyer les choses dans la fibre plutôt que dans l'ADSL. Mais ça ne va pas nous obliger à le faire partout. Ou inversement, on va plutôt vouloir dire l'ADSL, elle ne tient pas tout le temps. Et ben pour ces envois-là qui sont un peu embêtants, qui prennent du temps, qu'on les envoie dans la fibre ou dans l'ADSL, on se retrouve limité par le temps, par l'ordinateur. Et ben envoyons-les dans l'ADSL. Comme ça, on libère la fibre pour nos utilisateurs. On peut aussi avoir, par exemple, une FTTO en accès principal, mais qui va être limitée à 100 mégas, une fibre qui est vraiment très fiable. Là où on va avoir une FTTH en backup qui va être capable de monter à 800 mégas. Et donc, pour envoyer des gros fichiers, on s'en fiche que ce soit d'une stabilité déconcertante, etc. Donc, on va pouvoir envoyer notre fichier vachement plus vite via la FTTH, alors que pourtant, on va privilégier la plupart du temps la FTTO. Donc, on va pouvoir créer une route statique pour envoyer nos paquets directement là-dessus. Exactement. Donc la route statique, malgré le fait qu'on se dit que c'est quelque chose d'assez basique finalement, ça a une importance pour vous en tant qu'utilisateur, parce que ça va vous permettre, ou en tant que DSI surtout, ça va vous permettre de recevoir moins d'appels de la part des utilisateurs quand quelqu'un fait un envoi et qu'en fait il s'occupe de tout le réseau. On se rend compte que du coup toutes les autres personnes derrière elles sont lésées et elles ont forcément des ralentissements. Pour reprendre ce que tu dis dans ta slide, on est aussi capable, si on parlait du fait que la téléphonie était un peu sensible, si on a un accès Internet qui va être plus bas en termes de gigs ou de latence que l'accès principal, pour l'accès principal, aller faire du web, etc., ça va largement nous suffire. Parfois, sur la téléphonie, on va plutôt privilégier d'aller sur un accès Internet qui va être vachement plus faible en termes de débit, mais beaucoup plus fiable en termes de latence et de gigs pour que la qualité de la voix soit suffisante, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un débit astronomique, 100 kg suffit par appel simultané. En revanche, on va avoir besoin d'une latence la plus basse possible. Donc typiquement, si on a un débit assez fou sur notre accès satellitaire, mais avec une latence à 50, 100 ms, mais qu'on a une ADSL avec un tout petit débit, mais qui a une latence à 20 millisecondes, on va préférer aller sur l'ADSL, quitte à avoir un débit plus faible. Donc, faut vraiment prendre chaque cas et on peut potentiellement créer des routes statiques, comme on disait tout à l'heure, pour des gros fichiers, mais aussi pour de la téléphonie et pour plein d'autres raisons. Donc, on n'est pas obligé de se limiter à des exemples bien précis qu'on va avoir en tête. On a pas mal de choses à faire. Je faisais un petit croisement sur notre téléphonie, ça reste notre métier principal. Je te laisse reprendre, Failover. Alors forcément, donc là, je suis passé sur la slide d'après. Mais il faut pas se limiter aux exemples qu'on vous donne. Hein. C'est des exemples que nous on voit régulièrement ou forcément qu'on a fait il y a peut-être pas longtemps. Hein. Ça arrive souvent aussi. Donc on les a en tête, ils sont frais. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la différence très importante qu'on a entre le failover et le load balancing. Alors déjà, pour arriver dans cette situation, avoir un failover ou un load balancing, il faut avoir deux accès. Que ce soit deux nominaux, hein, comme le disait Rémi, avec une FTTO extrêmement stable et une FTTH qui est là pour le secours, ou que ce soit vraiment un nominal et un secours pur. Ce que nous, on aime bien faire chez Encom, c'est tout simplement une FTTH ou une FTTO et un backup 4G qu'on vient vous mettre chez vous, que ce soit un backup en baie ou quelque chose sur le mur à l'extérieur en 5G, pour assurer qu'en cas de panne, vous passez immédiatement. Donc ça, forcément, c'est du failover. Ça veut dire que là, vous le voyez en situation nominale, on va partir par notre fibre directement, comme toujours, et le backup, il reste éteint. Il ne fonctionne pas. Par contre, au moment où la fibre devient KO, on passe directement sur le backup. Ça vous permet de continuer à tourner, de ne pas avoir de perte de production, même en cas d'incident. Et on pourrait se dire que c'est pas très utile, mais les incidents, c'est quelque chose qui est extrêmement régulier. Que ce soit des vols de fibres ou des coups de pelleteuse dans la rue parce qu'on est en train de la refaire. Et la pelleteuse, elle creuse un peu trop profond et elle tranche tous les câbles. Et ça, je peux vous assurer que quand ça arrive, ça prend énormément de temps à être rétabli. Et souvent, un accès Internet de backup, une 4G ou quoi que ce soit, vu qu'elle sert assez peu, va coûter assez peu cher versus la perte de finances si on a
48 heures de réparation parce qu'on s'est fait arracher notre fibre dans la rue. Il faut le temps que le génie civil se déplace, qu'on refasse des soudures. Si on a une fibre qui a été coupée sur une 128 ou une 256 FO, ça prend longtemps à être fait. Donc, si on perd une journée ou 2 journées de production, là où on paye quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois pour le backup, souvent la question se pose parce que si on a 1 ou 2 pannes par an, ça peut suffire à rembourser la perte de production. Donc, il faut pas sous-estimer les backups. L'importance du backup est vraiment grande. Deuxième possibilité, c'est le load balancing. Donc, vous voyez, on est à peu près dans la même logique au niveau d'une situation de secours. On partira sur le backup. Mais en nominal, en load balancing, on va venir envoyer en 50-50 les données. Donc forcément, ça on va pas vous le conseiller avec un backup 4G, parce que sinon l'ardoise elle monte vite quand même. Mais par contre, si vous avez 2 fibres, ou une fibre, une ADSL ou des choses comme ça, il peut être utile dans certaines situations de faire ça, si vous faites beaucoup de données, d'envoyer un peu à droite, un peu à gauche. Et forcément, ça va réduire le stress que vous mettez sur vos accès Internet. Et ça va vous permettre de fluidifier au niveau de vos utilisateurs le bon fonctionnement. Donc là-dessus, je ne sais pas si tu as quelque chose peut-être en plus sur le balancing. On peut reparler de la situation de secours. On va essayer de vous garder la slide à l'écran. La situation de secours, elle va donc nous permettre de passer en 100% sur un seul flux. Là où, comme le disait Louis, si vous avez beaucoup de demandes de trafic, on peut parfois, si on a la chance d'avoir une FTTO, une FTTH, qui ont à peu près la même latence, qui ont des débits similaires, on peut, pour éviter une FTTO qui va nous permettre que 100 mégas, par exemple, de taper 90 mégas en permanence et que s'il y a quelqu'un qui se met à télécharger un énorme fichier, il limite tout le monde. Le fait de faire du load balancing va nous permettre d'améliorer un peu le niveau de justesse, là où le failover va vraiment permettre de juste couvrir une panne pure. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Et comme le disait Louis, souvent sur de la 4G, vous avez des enveloppes soit strictes, soit facturé au giga. Et si on a du facturé au giga, on va soit se retrouver à payer très cher à la fin du mois, ou alors, si on a une enveloppe stricte, on a mal configuré notre routeur. Le 2 du mois, on aura atteint le plafond de notre 4G. Et si on a une vraie panne sur la fibre, on n'aura plus d'accès du tout. Donc, c'est là qu'intervient l'importance de configurer correctement le failover ou le load balancing et de bien prendre en compte si vous avez des cas particuliers ou ce genre de choses. Je vois qu'on a une question qui est arrivée, j'allais justement vous demander si vous en aviez, parce que j'avais pas eu beaucoup de questions jusque-là. Est-ce qu'on peut faire du load balancing en téléphonie? Oui, on peut. Il y a plusieurs choses qui vont être importantes. La première chose, c'est est-ce que on a des filtrages IP? Parce que par exemple, si on doit aller parler à notre IPBX sur une seule IP et qu'on change d'IP, ça peut tiquer. Et l'autre chose aussi, c'est que sur le load balancing, on va avoir une importance à configurer correctement le load balancing pour éviter que la téléphonie fasse gauche-droite, 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 gauche-droite en boucle. Si par exemple, vous avez un accès Internet qui n'est pas strictement défaillant, c'est-à-dire que si on passe en failover ou en load balancing, qu'on débranche un câble, pardon, on parlait de load balancing, j'ai dit une bêtise. Si on débranche un câble, on va être sur du failover à 100%, tout va bien. Par contre, si ma fibre, elle fonctionne et elle dysfonctionne, elle fonctionne et elle dysfonctionne, et que toutes les 10-20 secondes, je change d'accès Internet, ça va très très mal le vivre. Donc sur la téléphonie, pour répondre à la question, on va pas aller sur du load balancing, on va aller soit sur du failover, et au contraire, on va même plutôt privilégier de la route statique pour être capable de dire, j'ai par exemple du load balancing sur l'entièreté de ma société. Par contre, sur ma téléphonie, je vais avoir une route statique pour passer que sur l'accès B, C ou D, ou peu importe, ce qui ne l'empêche pas d'être inclus dans le failover. C'est là que ça devient important, et c'est pour ça que j'insistais sur la justesse du failover, parce que dans la configuration d'Omada et de n'importe quel autre routeur ou pare-feu, on va avoir des délais de check des accès Internet pour s'assurer de est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il dysfonctionne toutes les minutes, toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, et combien de temps on attend que ça fonctionne avant de partir du principe qu'il est vraiment fiable. Parce que c'est vrai que si on a du haut bas, votre téléphonie va être coupée en boucle à chaque fois qu'elle va changer d'accès Internet. Et en plus, des checks qui ne sont pas forcément sur des endroits uniques. On ne va pas forcément aller vérifier uniquement si Google ou Cloudflare fonctionne. On peut choisir ce qu'on vérifie. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer votre donnée,
la vérification, on va pouvoir l'envoyer à votre serveur de téléphonie. Donc on s'assure que si on renvoie de la téléphonie dedans, c'est parce que le serveur de téléphonie répond et qu'on est au bon endroit. Exactement. Donc on peut faire des ajustements de ce genre et c'est assez pratique, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire des ajustements assez précis pour que le moment où on ait une panne ou qu'on ait ce genre de choses, on puisse assurer correctement le changement d'accès sans trop de prise de tête. Je crois qu'on arrive assez rapidement à la démo. Avant de passer à la démo, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je repasse sur le large. Est-ce que vous voulez qu'on voit certaines choses précises pendant la démo? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on voit précisément? Est-ce qu'il y a des sujets où on est allé trop vite pour parler de routeur, de switch, de pare-feu? On peut revenir dessus si vous avez besoin. Ou est-ce que tout vous paraissait clair et on va pouvoir rapidement aller sur la démo? Forcément, on s'est laissé du temps pour la démo parce que c'est quand même le plus intéressant pour vous, hein, voir les choses en vrai, en live, ce qu'on peut faire avec. Hein, parce que Rémi l'a dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est important de remettre le message. On peut vous donner accès au réseau. Donc en fait, si on vous donne forcément accès à ce niveau-là avec un compte utilisateur, on va venir exactement sur le Omada que l'on va vous présenter actuellement. Donc tout ça, c'est important de vous le présenter. Je te laisse switcher sur l'interface de démo. En attendant, je regarde si on a des questions. Puis on va revenir à un endroit un peu plus classique. J'ai pas encore affiché l'écran si tu as besoin de... C'est bon? Ouais. Alors, j'affiche uniquement l'écran, comme ça vous le voyez en grand. Là, on est sur un site où on a un routeur. Je vais reprendre rapidement le large. On a un routeur qui est ici. On a un switch qui est ici. Et on va avoir la borne Wi-Fi qui normalement est une borne Wi-Fi extérieure. Elle n'est pas branchée parce qu'on n'a pas envie de se sentir pas bien. Mais on a la borne Wi-Fi extérieure qui est ici. Et là, on vous a branché uniquement le routeur pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on n'a qu'une partie des équipements de branchés. Et là, d'ailleurs, on le voit déjà à l'écran. L'interface nous indique directement que on voit bien la gateway, donc le routeur. On est en anglais, vous nous excuserez. L'habitude des techniciens. C'est ça. On a la gateway qui est connectée, qui est en ligne. On a par contre le switch et l'AP, donc la borne Wi-Fi, qui est bien détectée comme problématique. Et on va pouvoir aller ensuite creuser dans les menus pour voir pourquoi on a tout ça. Alors, déjà, forcément, la première chose à dire, hein, là, ce que vous voyez, c'est un site de test qu'on a créé spécialement pour ce webinaire. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations à l'écran immédiatement. Et imaginez bien que si c'était sur votre propre site, tout de suite, il y a plus de choses qu'on voit. On va voir si vous avez des pannes et des chutes. Hein, vous le voyez là directement à l'écran au niveau des associations. Là, on en a 0 forcément. On a 3 équipements qu'on a mis en place ce matin, donc pas de souci. Mais sur un vrai site, on peut avoir beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Et surtout, sur ce dashboard, on a beaucoup de choses comme des alertes. Vous voyez, la petite déconnexion qu'on a fait ce matin, enfin dans la nuit quand on l'a déconnecté. Le trafic, on le voit pas, mais vous le verriez. Vous auriez du trafic, vous auriez énormément d'informations qui sont très pratiques. Donc cette page de dashboard, elle vous permet immédiatement de prendre l'information sans avoir à aller trop loin. Vous pouvez voir si tout se passe bien au niveau de votre réseau. Que ce soit d'un coup d'œil, comme disait Rémi en haut, avec le petit triangle jaune qui vous dit qu'il y a une erreur, il se passe quelque chose, que ce soit en fouillant un petit peu dans les menus, au niveau du menu network ou du menu client, qui vont vous donner des utilisations de fréquences, de l'activité, et les personnes les plus actives, ça peut être assez utile pour vous. Si on a le temps en fin de meeting, on passera peut-être sur notre site de production Income Paris pour regarder si on a un peu plus de data. Et là, normalement, il y a un peu plus de données. Je vais faire les menus dans l'ordre. Hein, donc, pour les connaisseurs de 3CX, c'est un peu pareil que 3CX. Hein, on a une image centrale qui nous donne l'information, un menu sur la gauche pour se déplacer et un menu en haut à droite pour faire des filtres. C'est vraiment dans la même logique. Donc forcément ici, pareillement, on peut voir la statistique de mon routeur, de mon switch ou de ma borne. Je vais avoir le tout. Forcément, comme je disais, là on n'a pas beaucoup de données, donc je pense qu'on va prendre un moment à la fin pour aller sur notre site de production pour que vous voyez ce que ça donne quand il y a vraiment de la donnée constante. Mais donc là, pareillement, sur les statistiques, vous allez voir beaucoup de choses assez rapidement. Vous allez surtout, voilà, comme vous voyez, quand on passe la souris, pouvoir vérifier directement combien de personnes sont connectées et un pourcentage d'usage
Alors ça va être de la CPU de votre routeur. Donc ça vous permet de voir si elle s'envole. Et surtout un pourcentage d'usage du trafic. Parce que typiquement, du coup, si vous avez demain une perte de débit, on peut l'expliquer soit parce qu'il y a un problème sur l'accès en lui-même, donc dans les stats où on voyait le trafic que montrait Louis, bah, ça va nous permettre de voir qu'on atteint, si on est une 100 mégas, qu'on est à 98 mégas et qu'on a la raison. Ou alors, on peut aussi avoir notre routeur qui est en limite de capacité, qui est à 100% de CPU, et ça n'a rien à voir avec l'accès Internet qu'on a en face, ça va avoir plutôt à voir avec le nombre de personnes qu'on a derrière ou la sollicitation qu'on lui fait dessus. Donc on en parlait tout à l'heure au niveau des gammes produits, on est capable de couvrir beaucoup de gammes produits avec ce genre de produits. Par contre, il faut qu'on quantifie correctement le matériel. On n'en a pas reparlé tout à l'heure, je fais un petit aparté. Quand vous allez choisir un routeur, si vous savez que vous allez changer votre accès Internet 6 mois plus tard et que vous prenez un routeur qui supporte du 100 mégas et que le mois d'après, vous souscrivez une fibre 1 giga, dommage. Si vous changez tout votre parc Wi-Fi par du Wi-Fi 6, mais que vous savez que l'année d'après, vous allez refaire tout votre câblage et que vous allez supporter du câblage qui fait du Wi-Fi 7, dommage. Donc, tout ça pour revenir rapidement sur la liste des produits, prenez bien en compte que tout ne dépend pas soit de la solution Omada en elle-même, soit des accès Internet que vous avez derrière, mais il faut prendre en compte le matériel que vous avez décidé d'acheter et ce qui correspond à l'accès Internet qu'il y a derrière, à la câblerie et à toutes ces choses-là. Et donc, dans ces statistiques-là, c'est super pratique parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de, bah, en fait, le routeur que j'ai pris, ça y est, il est en limite de capacité, et ça fait 3 ans que je l'ai, il faut que je le change. Ou alors, c'est mon débit qui est saturé parce que mon accès Internet est sous-estimé et il faut que je le change. Voilà. Donc, d'où l'importance de ces statistiques. On revient sur la map, du coup. On revient sur la map, je vous l'ai montré rapidement. Alors, ici... Tout à l'heure, tu étais sur la heatmap. J'étais sur la heatmap, là, je suis sur la carte de topologie. Alors, ça, c'est pareil, elle va être vachement plus intéressante chez nous, celle-ci. Oui. Mais la carte de topologie, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, juste en parler, elle a l'avantage de vous permettre de savoir où sont les choses. Donc, ça vous permet de savoir dans quel sens vont les choses pour votre réseau. Suivre l'équipement. Ouais. De suivre l'équipement. Je prendrai un petit peu plus de temps sur cette partie-là quand je vais vous le montrer sur la Encom. La carte, la heatmap, vous en avez le fonctionnement, on en a parlé. Et vous avez la device map, où c'est pareil, on va venir importer un plan et on va pouvoir dire, eh ben ça c'est à tel endroit, ça c'est à tel endroit. Alors là, c'est très grand, hein, on a une carte du monde global, mais on peut zoomer de façon très précise sur votre propre bâtiment. Mais si on prend encore le cas d'un grand groupe, eh ben, vous pouvez placer toutes vos choses sur chacun de vos sites. Donc là, ça vous donne une vision vraiment globale de qu'est-ce qui se passe et comment. Et je vais passer sur les devices et les clients. Alors c'est, je pense, les deux pages qu'on utilise le plus. Le plus intéressant. Donc, je vois que le routeur est parti, vous voyez, je pense qu'on a tiré sur un câble, donc ça nous donne un exemple parfait. Vous voyez que là, actuellement, j'ai tout qui est déconnecté. Donc forcément, c'est pas ce qu'on veut. Sinon ça se saurait. Donc ouais, forcément, on va tirer sur le câble en faisant nos tests. On va repasser dessus après, une fois que le routeur est revenu, pour que je vous montre à quoi ça ressemble quand il est connecté et à quoi ça ressemble quand on le voit. C'est quand même plus pratique, je trouve. Mais ici, vous allez voir tous vos équipements. Je peux cliquer sur le routeur pour afficher le menu sur le côté. Et leur adresse. Alors là, si j'affiche le menu sur le côté, forcément, c'est le temps qu'ils prennent les informations et que les informations elles remontent jusqu'au contrôleur. Même si ça fonctionne sur site, le contrôleur, il prend un peu de temps pour remonter toute l'information. Donc on va faire une partie sur le client, je vais venir cacher ça. Cette partie client, même logique, vous voyez toutes les personnes qui sont dans votre réseau, tout le monde, ou bien seulement les personnes en Wi-Fi, ou seulement les personnes qui sont en filaire. Et au niveau du Wi-Fi, hein, vous voyez, on a beaucoup de filtres pour vérifier sur quel type de Wi-Fi ils sont connectés, et si ce sont des utilisateurs autorisés ou des guests, donc des invités, des personnes qui viennent vous voir et à qui on a donné une clé spécifique. Et sur chaque ligne, on va avoir le Activity Download Speed, Download, Upload, Uptime, donc on va être capable de facilement savoir si on a un gros consommateur aussi, parce que parfois, on va avoir encore une fois des pertes de débit, on va pas savoir pourquoi, et on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui télécharge drastiquement parmi nos utilisateurs, donc ça peut être intéressant aussi.
Alors, voyons, vous voyez, parfait, il est revenu. Donc là, c'est l'image nominale que vous avez. On va voir la machine qui est connectée. On a donc son adresse, son modèle, ça on l'avait déjà. On a la version dans laquelle il est. Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'ici, je peux le mettre à jour. J'ai 3 versions de différence. Donc ça, pour vous DSI, le plus important à ce niveau-là, vous pouvez faire une mise à jour, vous voyez sur le bouton à droite, uniquement d'un produit, ou bien vous avez un bouton qui est apparu tout en haut, Start Rolling Upgrade, on va en fait mettre à jour tout ce qui est mettable à jour. Et dans le bon ordre. Et dans l'ordre qu'il faut. Ouais, il va avoir du coup l'intelligence de commencer par la borne Wi-Fi, qui est en bout de chaîne, puis par le switch, puis par le routeur. Donc ça va vous permettre non pas de mettre à jour tout en même temps et que la borne Wi-Fi se retrouve sans Internet en pleine mise à jour et que du coup elle remonte en échec. Alors évidemment, comme toujours, hein, quand on met à jour, on évite de le faire en plein milieu de la journée, sinon ça coupe tout. Exactement. Et donc vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué dessus, j'ai beaucoup d'informations qui me sont remontées. Je vais voir mon numéro de série, ma MAC, une IP publique, les versions précises, et j'ai l'utilisation en live de la CPU et de la mémoire. Ça vous permet, hein, vous cliquez sur un outil, et là vous voyez tout de suite ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et juste en dessous, on a les différents WAN. Pareillement, je peux voir mes WAN et je peux voir ce qu'ils font, donc l'adresse qu'ils me donnent, mais surtout vers où j'essaye d'aller et mes serveurs DNS utilisés. Et en plus, comme toujours, on a ces statistiques d'utilisation réseau avec le download et l'upload. Donc ça vous permet vraiment en live de vérifier tout ce qui se passe de votre côté. Ce que je vais avoir aussi dans la partie Insight, ce que je te propose, c'est qu'on va utiliser pour que ce soit plus sympa pour vous, on va faire une passe sur la partie configuration ici, parce que si je joue avec la configuration sur le nominal, et ensuite on changera ça va être compliqué. Et après, on va passer sur l'autre pour vous montrer un peu plus de statistiques, parce que ce sera plus agréable avec de la vraie donnée. Donc, on va faire une passe rapide sur la configuration. Ça, de toute façon, s'il y a besoin, si on vous donne des accès à cette partie-là, le plus simple, c'est surtout, si vous nous demandez des accès, c'est de prendre un créneau avec nous pour vérifier ce qui se passe. Et pour le faire ensemble, surtout. Et donc, on va pouvoir venir ici configurer Internet et LAN directement sur place. Donc, la partie réseau filaire. La partie réseau filaire, hein, le LAN, ainsi que des réseaux Wi-Fi complets. On a vraiment tout qui est faisable ici. Donc, avec, vous voyez, un test salarié en WPA, donc c'est-à-dire les clés que vous avez, par exemple, un mot de passe à l'ancienne qui marche bien. Ou bien, vous voyez, on a un invité qui est, lui, complètement ouvert, mais sur lequel on a mis des contrôles avec un portail donc, qui nous oblige à donner des informations. Et surtout, vous voyez, on a la case Guest Network. Et ça va nous permettre de libérer totalement ce réseau pour qu'il n'accède à rien. Il va vraiment accéder uniquement à Internet. Donc comme ça, vous vous assurez que quelqu'un qui se connecte là, il n'a aucune possibilité d'approcher les données de votre entreprise. Et en plus, on voit en fin de ligne qui sont sur 2 VLAN différents. En plus, voilà, nous on rajoute du VLAN parce qu'on aime bien serrer la vis, mais on a cette possibilité. L'optimisation, on en parlait en début de webinaire, si vous avez bien suivi, c'est de l'IA. Donc ça va nous permettre d'optimiser nos réseaux pour assurer que le Wi-Fi fonctionne bien, donc avec des mises en place. Et donc ça, comme je le disais, hein, l'IA, elle le fait en 10 minutes, là où un humain va vous prendre une demi-journée pour le faire. Puis ça va faire tout un travail de comparaison. Nous, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, on est dans les bureaux de Paris. Dans les bureaux de Paris, on a, je sais pas, 15 ou 20 réseaux Wi-Fi différents qui sont émis autour de nous. Et l'IA va avoir comme travail de regarder l'ensemble des réseaux Wi-Fi qui sont émis. Donc, du coup, pendant ce temps-là, elle ne va pas émettre de Wi-Fi puisqu'elle va recevoir les Wi-Fi qui émettent. Elle va comparer tous les canaux de Wi-Fi qui sont utilisés et elle va essayer de faire en sorte de trouver les canaux les moins sollicités pour que on ait moins de bruit, de dB, qui vont nous permettre d'être sur des réseaux les plus calmes et les plus tranquilles, et donc de profiter des meilleurs débits. Parce que si vous et votre voisin de palier êtes sur les mêmes canaux, il va y avoir un petit problème de marchage dessus. Exactement. Pareillement, à ce niveau-là, on va avoir des possibilités de sécurité. Alors forcément, c'est moins puissant qu'un pare-feu. On est quand même sur des routeurs ou des switches. Mais on a quelques petites choses de sécurité qui sont faisables, qui ne vous obligent pas à investir dans un pare-feu.
alors que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de vos envies. Pareillement, des transmissions, du bon vieux natage, des routes statiques, tout ce genre de choses qui sont très pratiques. Et notre notion de VPN notamment. Une notion de VPN qui est assez importante. Vous pouvez faire du VPN soit du site à site, comme on peut en avoir besoin, mais surtout du nomade. On n'est pas obligé d'avoir un pare-feu qui coûte beaucoup plus cher pour faire du VPN. Maintenant, on a cet avantage que les routeurs, ils ont la capacité de faire beaucoup de choses. Authentification directement. Authentification directement, puisque les profils, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. On peut créer des profils pour venir se connecter sur la machine, ou bien des profils un peu de configuration. Donc ça, c'est plus quelque chose que nous, on utilise que quelque chose sur lequel vous pouvez être amené à travailler. Et là, on a le portail qui est une des parties. Là, on a le portail. Alors, vous voyez, je vais prendre un petit peu de temps pour aller dessus assez rapidement. Le portail, on peut totalement le personnaliser. Alors là, on l'a laissé de base, mais on peut mettre votre logo, vos couleurs, les images que vous souhaitez, avec des textes, des textes à lire qui permettent des conditions générales validées, des choses comme ça. C'est totalement personnalisable. Et directement depuis là, on le voit à la fois sur PC et sur téléphone portable. Ça nous permet de nous assurer que ce qu'on fait, il fonctionne bien dans tous les sens, parce qu'on ne sait jamais sur quoi les gens vont venir se connecter. On a aussi beaucoup de types de portails. Quand on parle de voucher, c'est simplement le code que quelqu'un a imprimé pour vous, valide X temps. Quand on parle de local user ou d'user distant, ça va permettre de se connecter à des interfaces autres, type Active Directory ou des bases de données, vous permettant de vous connecter avec. Et on peut faire encore pas mal d'autres choses avec des portails, voilà, on a énormément des SMS. D'authentification, on a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables. Vous voyez, en plus des types qu'on a, on peut juste mettre des passwords, des serveurs directement. Ça vous permet de valider vraiment ce que vous souhaitez utiliser, donc c'est extrêmement pratique. Il nous reste que 5 minutes, je vous propose qu'on passe sur le site Encom Production pour avoir un tout petit peu plus de stats et qu'on voit les questions. Tu passes en plan large? Je passe en plan large. Sinon, je vais avoir tous les sites qui apparaissent. Allez, on va pour Paris. J'attends que ça charge et je vous réaffiche tout Alors ça charge, forcément. Là, précisément, le nôtre charge longtemps. Il y a un peu plus de data. Parce que nous, on n'a pas que un ou deux sites d'accessibles, on a tous nos sites clients. Donc forcément, ça prend plus de temps. Je vous réaffiche tout ça. Donc là, tout de suite, comme on vous disait, il y a beaucoup plus d'informations. Des erreurs d'association, que ce soit un timeout ou une erreur de clé. Donc je crois que quelqu'un a oublié le mot de passe. Parce que c'est au niveau du Wi-Fi. Pareillement, comme tout à l'heure, vous voyez, tout n'est pas parfait, même chez nous, puisqu'on a une erreur sur un de nos switches. Oui, on a un banc de prépa qui est éteint. On a le banc de prépa qui est éteint. Et par contre, là, tout de suite, on a plus d'informations. On voit qu'on a 2 bornes, on voit qu'on a 47 clients. Alors nous n'avons pas de gateway, puisque en plus du réseau TP-Link, Encom fournit du pare-feu aussi, donc forcément, si on en fournit, pourquoi ne pas en mettre un chez nous? Mais par contre, on va avoir des stats et des cartes beaucoup plus intéressantes. Ici, sur la data, vous voyez nos switches en redondance. On voit si on a des gens directement sur le switch ou sur une borne. Si j'ouvre ma borne Open Space, et ben là, je vais voir les connexions de tout le monde, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. Et donc là, j'ai l'information immédiatement de qui est connecté et surtout comment. Alors, je ne montre pas trop parce que je ne sais pas ce qui connecte dessus. En statistique aussi, c'est beaucoup plus intéressant. Alors forcément, c'est mon lab qui est éteint qu'on voit, donc on a moins d'infos. Mais si je prends mon switch nominal, là, on voit qu'au niveau des connexions clients, des fois, ça peut varier. On a une personne ou plus. Par contre, on a des usages qui sont assez intéressants. On voit que ma mémoire, elle est à 50%, donc ça travaille quand même un peu. Je pense que dans les switch analytics, tu vas... Et voilà, c'est ça. Ou sur la borne, par exemple, ça va être un peu la même chose. On va avoir les clients. Là, on a beaucoup plus grande variation de clients. Forcément, vous voyez. Et de trafic aussi. Les moments où on n'est pas au bureau. Et sur le trafic, voilà. On voit les pics de trafic qui se situent, vous voyez, en début d'après-midi. On a dû avoir beaucoup d'appels. Donc, vous avez ces pics de trafic et tout ça en live, vraiment sur la veille. Parce que vous voyez sur le côté que j'ai le trafic de ce matin 10h. Donc, on a 2 heures de retard uniquement. Et effectivement, comme tu disais, les switch statistics, ça peut être intéressant à voir. Parce que là,
Là, on va être capable de voir quel port est utilisé, comment, sur quel débit, est-ce que c'est un port d'uplink, est-ce qu'il y a du PoE dessus, la consommation PoE si je ne m'abuse. On va être capable de, typiquement, là, on sait que sur le port 8 de notre switch, on a un Snom D865 précisément. Sur le port 9, on a un V64. Donc, on sait rapidement de quoi on parle directement à ce niveau. Et on voit directement leur pic de consommation, donc ça nous permet de savoir. Alors forcément, sur des téléphones, c'est un peu moins intéressant. Mais par contre, si vous savez l'ordinateur qui est derrière un port, là, on a un intérêt assez important là-dessus. Et je crois que là-haut, par contre, tu as le Wi-Fi stat, où là, tu devrais avoir plus d'un... Ah non, c'est Application Analytics, je dis des bêtises. Pareillement, le client là, est beaucoup plus intéressant ici, parce que là, il y a du monde. Donc, j'ai en direct... Alors, vous voyez, ça, c'est... je crois que c'est mon téléphone. Donc là, j'ai beaucoup plus d'informations. Hein. J'ai l'adresse MAC de la personne, le hostname, donc là on voit que c'est un ordinateur parce que c'est notre façon de nommer, son IP, et je vois ses statistiques. Donc là, il y a assez peu de trafic qui a été fait, mais si je trouve quelque chose qui en a plus... Ça refresh. Alors ça refresh assez régulièrement, nous on a des refresh très réguliers, c'est pour ça que vous avez ça. Mais si je prends un iPhone, parce que normalement ça envoie un peu de données ça, je devrais voir... Un peu plus de choses, non, parce que tu n'as pas de... je pense pas de trafic identifié parce qu'on n'a pas le pare-feu, c'est pour ça que on a le pare-feu effectivement caché, donc je n'identifie rien forcément. On va être en fin de timing, donc je vais repasser en plan large de mon côté. On n'a pas eu beaucoup de questions. Est-ce que vous auriez des questions sur les 2 petites dernières minutes qui nous restent, ou est-ce qu'on a été particulièrement clair et qu'on n'a pas de questions? On va attendre un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.